on va essayer de passer sur des choses concrètes, c'est des choses qui deviennent intéressantes. Là, quand on commence à faire le satellite et qu'on commence à penser à dessiner et à faire du circuit imprimé, ça commence à devenir bon. Là, on va commencer à toucher la matière et non pas du papier. Donc, avant de faire un PCB, pour faire un PCB, donc il faut déjà commencer par faire le dessin. Parce que faire le PCB, quand je dis faire le PCB, c'est gérer la carte en elle-même, la réalisation pratique. Mais avant, donc il faut dessiner le schéma et puis faire ce qu'on appelle le routage avant d'envoyer les fichiers chez un fabricant qui va vous réaliser le circuit imprimé. Donc comme souvent, on a le choix entre des systèmes payants et puis des systèmes en licence libre. Donc en système payant, vous avez tout ce qui est bien connu comme bon, j'ai perdu les noms parce que je les utilise plus. Donc les fabricants aiment bien gérer comment Eagle, oui, voilà, c'est ça. Donc les constructeurs aiment bien faire effectivement des petites versions un peu moins chères pour les écoles. Et puis bon, les étudiants aiment bien. En général, on se trouve des versions craquées et surtout bon, avec tous les avantages et les inconvénients que ça a. Et par contre, je ne fais pas de publicité, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais il y a un système qui s'appelle KiCad, qui est l'avantage qui est entièrement gratuit, qui est en licence libre, dont les sources sont disponibles et qui sont, moi, je trouve, pas aussi performants qu'un système professionnel à 500 000 euros, mais qui sont équivalents des autres systèmes aujourd'hui payants, abordables. Ça, l'avantage, c'est un soft qui a été développé par un professeur qui était à Grenoble, dans une unité de Grenoble. Et il y a toute une communauté qui s'est intéressée à ce soft-là. Il y a un groupe de discussion là-dessus. Donc, en plus, donc, tout est en licence libre. Et même les sources, donc si vous voulez même modifier, vous apporter des améliorations, c'est tout à fait faisable. Hein. Donc, je dirais, dans le cadre des projets étudiants, l'avantage, c'est que donc les universités, en général, aiment bien les systèmes en licence libre, parce que ça évite d'utiliser des systèmes craqués, donc un petit peu hors la loi. Et puis surtout, c'est gratuit. Et en termes de performance, c'est assez performant. Voilà. Donc une fois que vous avez fait vos fichiers Gerber, il faut faire réaliser le circuit imprimé en lui-même. Donc là maintenant, depuis quelques années, bon avant c'était assez compliqué, il fallait envoyer ces fichiers, il fallait attendre la réponse d'un chiffrage d'un fabricant, il vous mettait un coût pour des coûts d'outillage, et puis ensuite après c'était le prix du PCB, donc c'était un petit peu compliqué. Maintenant depuis quelques années, on trouve des fabricants, je dirais, vous allez sur le net, vous déposez vos fichiers, vous montez vos fichiers Gerber. Dans la seconde, je dirais, de façon quasiment instantanée, vous avez le chiffrage de votre circuit imprimé. Vous avez une analyse pour vous dire que les pistes, il n'y a pas assez l'isolation n'est pas bonne, les diamètres des trous, le diamètre des pastilles n'est pas bon parce que sinon vous n'aurez pas assez de matière, ainsi de suite. Il y a toute une analyse derrière. Et les coûts sont finalement je dirais très très raisonnables. Et on a de la qualité, on peut avoir des PCB en FR4, en Roger, même en film souple, entre 2 couches et puis 16 couches si on veut. Donc on a exactement le même choix que si vous étiez dans un système et un contexte professionnel. Hein, donc vous avez des trous métallisés en débouchant en borne, du vernis épargne, finition hors roue éteint, sérigraphie de face, ainsi de suite, avec des délais toujours très raisonnables de 7 jours. On peut les avoir plus courts, mais c'est un peu plus cher. Hein, par exemple, pour en 2 couches, trous métallisés, sérigraphie, dorure, en plus, donc pastille dorée, pour un circuit de 9 cm par 9, les dimensions pour un CubeSat. Pour 4 pièces, c'est de l'ordre de 250 €. Donc je ne sais pas si, avant de passer sur la mécanique, on peut voir s'il y a des commentaires particuliers. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous utilisez, vous, au niveau de... Je ne sais pas si les gens, d'abord, vous connaissiez KiCad, peut-être. Bon, s'il y a des gens qui utilisaient déjà KiCad, ou quel système vous utilisiez.
Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens aussi qui sont passés à la réalisation pratique dans les équipes. Non, mais lui, il sait bien, il utilise KiCad parce que c'est moi qui lui ai dit de le faire. Donc, c'est normal. D'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, chez vous, vous vous retrouvez avec plusieurs. Il y en a qui développent sur un système, d'autres qui développent sur un autre système. Je dirais, il n'y a pas de cohérence finalement dans le développement. C'est chacun, je dirais, choisit un petit peu un petit peu à la bonne volonté. Mais bon, effectivement, c'est l'avantage, c'est quand vous avez un système, je dirais, qui est en licence libre, c'est beaucoup plus facile pour s'échanger des fichiers. Si vous voulez échanger l'empreinte de composants du PCB, du fond de plan du PCB, c'est plus facile qu'en étant sur des systèmes différents. Oui, j'ai une question par rapport aux fournisseurs, en fait, pour la fabrication des cartes. Oui. Généralement, on a pas mal de retours par rapport à certaines choses qui ne correspondent pas ou ils trouvent ça bizarre, du coup, et ils nous renvoient des questions. Et généralement, en fait, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou Non, c'est parce que vous n'avez pas suivi les consignes de... C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller voir votre... Avant de dessiner un circuit imprimé, il faut quand même se renseigner un petit peu. Il y a des règles de base. Hein, donc, de préférence, vous allez chez le fabricant chez qui vous allez fabriquer votre circuit. Vous allez, en général, il y a toujours un petit onglet sur les règles de fabrication à faire, les règles à suivre. Et si vous suivez ça, je dirais, normalement, ça se passe. Moi, je vois tous mes circuits, pratiquement à 99%, ça passe du premier coup. Et l'avantage, effectivement, c'est que maintenant, je dirais, le retour est très rapide. En particulier, moi, je travaille beaucoup avec les Belges EuroPCB en Belgique. C'est vrai que maintenant, depuis 2 ans, ils ont institué, je dirais, un système d'analyse automatique. C'est tout automatique. Donc, dans les 2 minutes qui suivent, vous avez un retour pour vous dire, bah là, effectivement, vous n'avez pas suivi telle règle et telle règle. Donc, vous modifiez, votre circuit imprimé, vous fabriquez les fichiers Gerber, vous remettez ça sur le site. Et je dirais, en 1 heure, je dirais, si tout se passe... normalement, en 10 minutes, c'est fait. Mais s'il y a des problèmes, en 1 heure, normalement, vous avez, votre circuit, il est bon. Donc, il faut suivre simplement. Il y a des règles à suivre. Et il faut lire la doc et puis les suivre. Une dernière question, ça concerne en fait les tests, une fois qu'on les a reçus. Est-ce que c'est des tests qui sont standards ou qu'il faut suivre en particulier Il y a certains fabricants qui proposent de faire des tests. Alors, non, normalement, souvent, ils sont testés électriquement. Hein, il y a des planches, je suis chez EuroPCB. Normalement, eux font un test électrique. Ils te garantissent que entre 2 pistes, si toi, entre 2 pastilles, tu as mis une piste, la piste, elle est bien présente, elle n'est pas coupée. Voilà. Donc maintenant, toi, je n'ai jamais vu... toi, effectivement, tu peux essayer, quand tu fais du multicouche avec des couches qui sont cachées, effectivement, tu peux, toi, peut-être essayer de refaire des tests chez toi si tu n'as pas confiance dans le fabricant. Mais normalement, le fabricant t'assure ce genre de service. Normalement, il te fournit un circuit avec toutes les pistes bien connectées. J'en profite juste pour rebondir sur là-dessus. Nous, on a reçu nos PCB et alors, je fais de la redite, mais effectivement, il faut bien regarder ce qu'on reçoit parce que nous, il y avait des courts-circuits bien évidents sur certains composants. Donc les tests n'avaient pas été faits sur cela. Mais chez qui vous les avez fait fabriquer ? Pardon ? Chez qui vous les avez fait fabriquer ? Moi, le seul revendeur de PCB que j'ai trouvé qui acceptait les mandats administratifs, qui sont notre moyen de paiement en tant qu'université, parce que ce serait trop simple sinon, c'est PCB Electronics à Grenoble. Et eux n'ont pas sinon on passerait avec joie chez... Je reviens un petit peu, finalement ça revient à ce que je disais hier sur les retours de QB50 en particulier. C'est effectivement quand l'idéal, c'est de mettre en place un système d'approvisionnement, je dirais d'achat, qui permettent de faire des achats directement. Parce qu'il est vrai que là, sur avec la Belgique, mais sur d'autres, c'est pareil. Vous mettez votre numéro de carte bleue, donc, puis vous avez vos circuits. La semaine d'après, dans 1 semaine, vous recevez vos circuits. Mais dès que vous commencez à passer par un service administratif de l'école, c'est effectivement plus compliqué. Malheureusement, on n'a pas de carte bleue.
Non, mais je sais bien. Non, mais c'est d'où là, je dirais, pour ce genre de projet, c'est le problème de mettre en place un système d'achat qui permette d'avoir un peu plus de souplesse que. Bon, et sachant qu'au niveau, par exemple, au niveau français, moi j'avais regardé en France, au niveau des fabricants de PCB, je dirais, il n'y avait pas un seul fabricant qui offrait le même service que celui que j'avais en Belgique. Sachant, bon, c'est pas le seul, hein, en Belgique, tu as le même, t'as en Écosse aussi, qui s'appelle, je sais plus quel est son nom, il y en a. PCB Pool aussi, il me semble. Voilà, c'est Nous, ça, on nous PCB avait Pool. conseillé ça aussi. Mais- C'est grossièrement les mêmes services que le. Bon, ils sont un tout petit peu plus chers, mais bon, c'est pas très significatif. Sur lequel ils ont vraiment. Et au niveau français, moi j'avais discuté justement avec les gens en France, et aujourd'hui ils sentent bien qu'ils sont un petit peu dépassés, et qu'il va falloir qu'ils fassent des investissements pour se mettre à hauteur de ces fournisseurs-là. Bon. D'autres questions sur tout ce qui est circuit imprimé? Alors c'est pareil, hein, quand vous faites votre CAO... Ah oui, vas-y. En fait, j'ai une question et un commentaire. En fait, ma question, c'est... parce que faire un PCB, c'est une chose, mais après, il faut assembler le système. Et comment est-ce que vous assemblez le système? Comment est-ce que vous soudez, par exemple? Est-ce que Souder les composants? Ah? Pour souder les composants? Oui, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile. Si vous avez des composants montés sur surface avec un pitch entre les pattes qui est très petit, à la main... Tu as deux solutions. Moi, pendant très très longtemps, enfin très très longtemps, jusqu'à encore il y a quelques mois, je faisais tout à la main. Il faut une bonne binoculaire. Et puis les composants, tu t'arrives à descendre jusqu'à du 0,4-0,2. Tu fais ça à la main. Même quand tu as un pitch, bon, un microprocesseur, le ARM, là, qui il doit faire 7 mm de large, là, avec 64 pattes, ça se soude encore à la main. Hein. Ça se soude à la main, ça se dessoude à la main. Je dirais, ça aussi, c'est un métier. Câbler des composants, ça se dessoude à la main. Et s'il y a un problème, ça se dessoude, ça se ressoude, hein, je dirais, pas presque sans problème, mais c'est un tour de main. Hein, mais après, tu peux les souder après. Bon, là, je faisais sur la main, mais dans le cadre de QB50, ça faisait quand même beaucoup de circuits imprimés avec deux satellites. J'ai fait acheter une machine pour mettre de la pâte à souder, puis une machine à surfusion. Donc, c'est un petit peu plus facile. C'est un peu moins ennuyeux. Par contre, jusqu'à présent, on place toujours les composants à la main. Alors, effectivement, quand tu as des composants un petit peu touchy, bon, le problème de les placer, c'est pas toujours facile. Mais normalement, avec la tension superficielle de la soudure, tu vois le composant qui se redresse un petit peu. Mais tu n'es pas à la merci, effectivement, de repasser un petit coup de tresse à dessouder pour retirer d'éventuels court-circuits. Hein. Donc, il faut une bonne binoculaire. Mais je dirais, ça reste du domaine je dirais, c'est pas de l'insurmontable, hein, ça reste du faisable. Sans être obligé de tout donner les composants à une autre société qui va te souder ça avec les problèmes de délai, il faut gérer les appros, ainsi de suite. D'accord. Merci. En fait, justement, par rapport à ça, j'ai un commentaire parce que pour mes recherches, j'ai beaucoup d'occasions de faire des cartes intégrées, enfin cartes imprimées, et parfois très sophistiquées. Et en fait, je peux vous faire mon retour d'expérience. En fait, depuis un certain temps, on ne fait plus d'assemblage de cartes par nous-mêmes. Parce qu'en fait, finalement, c'est un processus avec très peu de valeur ajoutée, oui, extrêmement technique. Et en fait, donc là, par rapport aux questions qui ont été faites sur les sociétés, alors dans les régions parisiennes, et je suis sûr que ailleurs aussi, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la coopération avec des laboratoires de recherche pour faire justement ce genre de petits travaux techniques. Alors les prestations peuvent aller de fabriquer une carte imprimée selon un schéma donné jusqu'à fabriquer carrément une carte électronique à partir d'un schéma de principe. Donc, partir d'un schéma de principe et l'affiner, choisir les bons composants, disons, annexes, bien paramétrer, générer les élémentations, mettre les capacités de couplage où il faut, etc. Développer la carte, tout assembler, tout tester. Alors, ils ne vont pas tester le concept que vous développez, mais ils vont tester la fonctionnalité de la carte. Donc là, typiquement, j'avais un circuit assez complexe à faire tester.
Et... Ah oui, mais non, mais tu Voilà. as raison. Si tu ne te sens pas capable de souder un composant, il y a pas de problème. Non, mais tout le monde n'a pas. Bon, tout le monde. C'est pas ça, c'est qu'en C'est fait, voilà, juste. Et alors, c'est une société, ce sont des sociétés qui prennent les bons de commande. Ouais. Je peux vous donner Non, mais la coordonnée. Non, mais tout à fait d'accord. Non, effectivement, je dirais, effectivement, c'est une bonne regard. Je dirais, si vous ne vous sentez pas capable de faire je dirais, pas le doigté, pas l'expérience, je dirais, il ne faut pas le faire. Je dirais, faut le faire. Disons que disons que moi, je peux me sentir capable, mais pas un étudiant. Moi, je pense qu'il y a très peu d'étudiants maintenant qui savent tenir un fer à souder entre les mains, à part peut-être ceux qui sortent d'une IET. Ouais, j'ai un peu le même retour d'expérience. Du coup, nous, dans IGOSAT, on prend des étudiants en conception électronique, mais généralement, ils n'ont pas forcément la formation de technicien. Enfin, c'est plus du technique, en fait, de la soudure. Nous, on a fait le choix aussi de sous-traiter ça. On réduit les risques. Finalement, je ne pense pas qu'on dépense beaucoup plus. Et surtout, on gagne du temps. C'est-à-dire que comme ça, les stagiaires peuvent passer du temps sur des trucs un peu plus intéressants que de journée à faire de la soudure. Non, mais il ne faut pas aller plus loin que ce qu'on sait faire. Hein. Il est clair que dans ce genre de choses, si on sait le faire, c'est intéressant. Si on ne sait pas le faire, faut le faire faire. Ça, c'est... Mais Bon, il est vrai, quand tu fais ton routage du circuit imprimé, après, tu as des règles. Donc, il y a les règles dues aux fabricants de PCB, où il y a des isolations. Puis après, tu as des règles, par exemple, quand vous faites de l'AHF, il y a des règles de plan de masse. Quand il y a des lignes avec des impédances, il y a des problèmes effectivement, il faut bien respecter les largeurs. Bon, maintenant, si vous commencez à travailler avec des microprocesseurs qui sont un petit peu rapides, si vous mettez des mémoires avec c'est vraiment très rapide, il y a des règles aussi pour mettre pour toutes les fils d'adresse, au niveau des longueurs. Je dirais, c'est vrai que c'est un métier de faire du routage de PCB, c'est un métier. Donc il est clair que au niveau étudiant, les gens savent pas le faire. Hein. S'ils l'ont jamais fait, ils savent pas le faire. Faut être que des vieux routards comme moi pour oser se lancer dans ce genre de choses. Mais il n'y a que les BGA. Aujourd'hui, je n'ai pas encore soudé les VBGA. Parce que ça demande une trop grande précision. Il faudrait que j'achète la machine qui, effectivement, pose le composant. Mais ça, les BGA, je n'ai pas fait encore. Et je le fais. Aujourd'hui, je me sens pas capable, je ne le ferai pas. Puisqu'on parle de routage, ce serait peut-être l'occasion aussi de dire quelques mots sur le problème de boucle de courant qui avait été identifié. Donc qui fait partie un peu des règles de conception. Ça fait partie des règles de conception globale. Hein, ça, mais qui n'a pas été indiqué autre part que dans la tradition orale quand on en discute. Quoi, mais c'est vrai que c'est un point important, je pense, à souligner. Même, je dirais, à la rigueur, c'est même les histoires de retour de masse, c'est un... je dirais, tu pourras avoir 10 personnes différentes, 10 personnes pourront avoir des opinions différentes. Toi, par exemple, sur un CubeSat où tu as toutes les cartes là, qui sont empilées les unes au-dessus des autres, avec les 4 tiges filetées. Aujourd'hui, la grande question, c'est savoir est-ce qu'il faut que le retour de masse se fasse uniquement par les masses qui transitent par le connecteur, ou est-ce qu'il faut faire les retours de masse également à travers les tiges filetées. Aujourd'hui, quand tu consultes, moi j'avais demandé l'avis à l'époque où j'étais chez Alcatel à un gars qui est spécialiste de tout ce qui était EMC, qui en plus avait travaillé à Thomson, à l'époque Thomson Space à Toulouse, justement dans ces domaines-là au niveau satellite. Elle me dit, il faut tout mettre à la masse, il faut mettre du béton. D'un autre côté, quand tu regardes la théorie des boucles de masse, on dit normalement il faut faire qu'une seule ligne de masse qui toutes se retrouvent après à un seul point, ce qui veut dire qu'il faudrait simplement que les masses ne reviennent que par le connecteur. Je dirais là-dessus, puis moi, au début de ma carrière, j'ai passé des heures et des heures à mettre des bouts de clinquant dans les matériels de radiotéléphonie de la première génération analogique, à mettre des bouts de clinquant partout pour faire des retours de masse à droite et à gauche. Donc, bon, il y a la théorie, et puis dans la pratique, je dirais, il faut mettre les mains dedans. Il n'y a pas de solution unique finalement. Donc, c'est vrai, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis l'option, donc au niveau de la pastille qui vient faire les tiges filetées, qui vient en contact avec les tiges filetées, l'option de mettre une résistance 0 ohm pour mettre ou déconnecter le retour de masse au niveau des tiges filetées. Voilà. Donc, ça permettait en fonction de si on voit des problèmes ou pas, de retirer ou pas, de refaire le retour de masse à travers la structure ou pas, ou uniquement à travers le connecteur.
Bon, d'autres questions sur les PCB? Bon, on va pouvoir parler de la mécanique alors. Oui, vas-y. Juste une question. Normalement, enfin, quand on fait des projets spatiaux, on va dire standards, il y a une approche qualité aussi assez importante sur la qualité des soudures des cartes électroniques. Pour les nanosats, on s'en préoccupe pas trop, mais je voulais savoir si effectivement il y avait un retour d'expérience sur justement sur ces qualités de réalisation de soudure dans le cas des nanosats. Est-ce que ça peut éventuellement poser des problèmes? Parce que je sais que pour les satellites standards, effectivement, c'est un des points un des points très complexes. Alors donc dans le cas de PixSat, nous l'électronique on l'a fait entièrement réaliser. Enfin elle a été conçue par un extérieur au laboratoire, mais en grande coopération avec nous. Et ensuite elle a été réalisée complètement. Donc le circuit imprimé, les composants, la soudure des composants, tout a été sous-traité. Et la carte on l'a ensuite testée notamment en vibration. Et on n'a pas eu de problème spécifique avec ça. On l'a testé en vibration, on l'a testé en vide thermique, il n'y a pas eu de problème non plus. Par contre, par exemple, un composant qui était un actuateur piezo, qui n'était pas qualifié spatial, lui, quand on l'a testé en vibration, on a cassé une soudure. Donc effectivement, c'est le genre de choses où il faut quand même faire attention. Et alors un autre point aussi, quand on a fait des essais en vide thermique sur notre carte électronique, il faut savoir qu'on ne met pas n'importe quoi en fait, dans une cuve à vide thermique, parce qu'il y a certains types de matériaux qui risquent de dégazer et de polluer la cuve. Donc typiquement, quand on fait une carte électronique pour un projet spatial, il faut aussi faire attention à ce qu'on met dessus, quoi. Par exemple, tout ce qui est fil électrique, la gaine plastique, c'est hors de question. Il faut de la gaine téflon, enfin ce genre de détails qui sont... si on veut faire des essais si on veut faire des essais avec une infrastructure spécifique, il faut avoir ça en tête pour. Donc c'est le genre de problèmes qui peuvent apparaître. Il faut faire attention à ça. Mais sinon, concernant les soudures faites sous-traitées, nous on n'a eu aucun problème vraiment, quoi. De toute façon, ça ne t'empêche pas, je dirais, c'est comme tout matériel que tu reçois. Hein, quand tu le reçois, il faut faire, quand tu le reçois, tu as une petite recette à faire toi à l'arrivée, ne serait-ce que regarder à la binoculaire, voir si effectivement les qualités de soudure elles sont bonnes, elles paraissent bonnes comme ça à l'œil. Hein. En général, quand à l'œil elles paraissent bonnes sous la binoculaire, bon, a priori, elles ne cassent pas. Mais bon, pour revenir sur l'histoire, effectivement, si vous ne vous sentez pas capable, effectivement, la solution de sous-traiter, il n'y a pas de problème, je dirais. Par contre, il faut être sûr avoir confiance dans celui qui va te faire ton routage, qui connaissent un petit peu le métier. Mais alors maintenant, de plus en plus de gens le connaissent, mais bon, j'ai eu des expériences à l'époque d'Alcatel, hein, mais dans les années 90. On avait fait faire une carte radio, donc pareil, les implanteurs ils n'étaient pas disponibles, donc on a fait faire l'implantation chez un sous-traitant. Bon, c'était le début de la CO à l'époque, hein. Oui, c'est plutôt dans les années 80. Ce qu'on a reçu derrière, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que le gars, il avait appuyé sur le bouton routage automatique, hein, parce que c'était là en grande mode. Quand vous voyez, à l'époque, quand il y avait des tests dans les revues d'électronique, des tests de système de CAO, la première chose que les journalistes testeurs faisaient, c'est ils testaient l'autoroutage. Bon, mais pour moi, je dirais, c'est la dernière caractéristique que je vais tester sur un système de CAO. Hein. Donc, ils nous avaient fait un routage, la carte ne fonctionnait pas. Donc, c'est une carte après au final qu'on a refait nous-mêmes à la main. Et je dirais, quand on a les cartes, j'ai encore les cartes chez moi, s'il y a une différence, mais c'est le jour et la nuit. Hein. Donc, effectivement, derrière, il faut être sûr que les gens qui vont te faire de routage, surtout des choses un petit peu critiques comme de l'ARF ou bien des accès mémoire, des mémoires accès très rapides. Donc il faut être sûr que la société derrière, effectivement, sache bien faire ça, qui ne te donne pas ça à un stagiaire qui est en train de débuter, et ainsi de suite. Voilà, donc donc comme tout ce que vous recevez, tout ça, il faut le tester. Hein. Du côté d'ISAT, comme vous avez quand même réalisé un certain nombre de cartes, quelle était la stratégie adoptée? Alors, les cartes qu'on a sous-traitées, on les a sous-traitées à des gens qui avaient déjà fait du spatial. Donc, on leur a pas forcément demandé d'appliquer l'état de l'art
qu'on applique parce que sinon les cartes, ça serait trop cher. On n'y arriverait jamais. Par contre, ils ont fait avec leur savoir-faire. Certaines soudures, par exemple, je pense aux connecteurs entre les cellules solaires, typiquement quand il a fallu souder les interconnecteurs entre cellules. On a validé ces soudures par la qualité CNES et on a regardé la tenue à l'arrachage. Enfin, on a fait quelques tests quand même de tenue, de qualité de la soudure. D'ailleurs, ça a été assez compliqué. On est passé par une phase de soudure classique. On a même demandé à un industriel de voir s'il pouvait nous souder ces interconnecteurs. Bon, c'était un flop. Donc, du coup, on a acheté une machine carrément pour souder électriquement. Mais quand même, il a fallu valider tout le paramétrage de la soudure, vérifier que... Donc, on fait des tests quand même sur des soudures un peu sensibles. Par exemple, les interconnecteurs entre cellules solaires, ça nous paraît essentiel parce que si ça ne marche pas, on n'a plus d'énergie, quoi, hein, déjà. Donc là, il fallait faire quelque chose de bonne qualité. Donc, on a fait des tests là. Ça a pris du temps. Hein. Comme Ça, j'ai participé oui, un petit peu, ouais, ça a pris du temps. Ça a pris du temps hein. parce que c'était c'était pas évident. Ouais, on a un peu galéré là. Après, sur les cartes qui nous ont été faites par les IUT, on leur a pas donné de consignes particulières. On a regardé. On regarde, comme dit Gérard, on regarde si les soudures à la binoculaire là, sont correctes. C'est tout. Parce que si on applique les règles du spatial, au lieu d'avoir des cartes qui nous coûtent, on va dire, entre 8 000 et 10 000 euros, on va avoir des cartes qui vont nous coûter 50 000 euros, quoi, même voire plus. Donc c'est un choix en termes de qualité. Alors c'est un peu la prise de risque qu'on a sur les CubeSat, quoi. Bon, d'un autre côté, comme dit Gérard, il vaut mieux quand même s'adresser à des gens qui savent faire un peu quand même, qui maîtrisent leur métier quand même. Alors là, il y a une question qui peut effectivement qu'on peut se poser, c'est faut-il souder soudure au plomb ou sans plomb? Oui. Grande question. Parce que c'est vrai qu'au début de la soudure sans plomb, il y avait, je dirais, une mauvaise... a priori, je dirais, on disait que la soudure sans plomb, en termes de qualité mécanique, était moins bonne. C'est vrai que quand on regarde une soudure sans plomb, quand on la regarde, elle est plus mate, alors qu'une soudure avec plomb, elle est bien brillante. On voit bien quand elle est bien faite, une soudure avec plomb. Avec une soudure sans plomb, on a toujours l'impression qu'elle n'est pas bonne parce que c'est un peu plus mat. Bon, il se trouve que maintenant, je vois différents articles, les gens disent qu'en termes de qualité, maintenant le sans plomb est aussi bon que l'avec plomb. Donc je dirais c'est les questions. C'est vrai que parce que je crois que dans l'aéronautique et dans le spatial, c'est un des rares domaines où on peut imposer encore le plomb. Parce que soi-disant, ce sont des matériels, enfin dans le spatial, le recyclage, on sait ce qu'il en est. Mais dans l'aéronautique, on sait que c'est des produits qui quand ils seront recyclés dans des processus spéciaux. Donc on peut autoriser la soudure avec plomb. Pardon, j'ai encore le micro, donc je vais en profiter. Il me semblait aussi qu'effectivement, pour les soudures sans plomb, il y avait des problèmes d'excroissance, les whiskers, ce genre de choses. Je me souviens avoir vu ça dans des présentations CNES. Alors, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces soudures-là. Oui, je confirme ce que tu dis, mais là, je suis un peu sec, hein, honnêtement, pour te répondre dans le détail. Oui, effectivement, j'ai vu aussi des problèmes de whisky. Mais bon, je ne connais plus l'historique qu'il y avait derrière. Bon. Ça faisait des courjus, grosso modo. Ouais. Avec le sans plomb. Ouais. L'autre question du coup que j'avais... Bon, vous avez vu, de toute façon, SwissCube, à mon avis, il était fait avec du plomb. Je crois qu'il était fait avec du plomb. Et ça fait 6 ans qu'il tourne. Peut-être encore une question, une remarque. C'est surtout sur les composants qu'on peut utiliser, composants électroniques, donc qu'on peut utiliser dans le spatial ou qu'on ne peut pas utiliser dans le spatial. Alors je comprends bien qu'on prend effectivement un certain nombre de risques lorsqu'on utilise quand on fait des CubeSat, on s'autorise à prendre des composants qu'on ne peut pas voler. Mais il y a probablement de grandes règles à respecter en termes de technologie de composants qui peuvent être embarqués et d'autres qui ne peuvent pas être embarqués. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, et je pense que les étudiants non plus ne sont pas des spécialistes. Donc, ça fait partie aussi probablement il faut de l'expertise un peu quelque part là-dessus, et puis peut-être de bases de données ou des choses comme ça. Oui. Alors, nous, ce qu'on a fait, typiquement, pour les cartes, par exemple, qui ont été faites par les étudiants, je leur ai demandé la liste de composants. Et j'ai montré cette liste de composants aux experts composants du CNES,
en leur expliquant qu'attention, on n'est pas en train de faire Pléiade ou un gros satellite. Alors, donc ils ont fait le travail quand même, et puis ils ont pris la liste et ils ont mis les verts, orange, rouge qu'ils ont l'habitude de mettre sur les composants. Et finalement, on a trouvé dans les 2 cartes là qu'on a fait de liste de composants, on a eu 2 composants rouges. Mais ils ont dit, nous, on les met rouges parce que si on devait les mettre sur des manips standards, on ne les mettrait pas. Donc il faut qu'on discute avec eux pour savoir si vraiment c'est rédhibitoire, quoi. C'est pas sûr. Donc le travail, il n'est pas facile. Si on applique les bases de données de composants applicables au spatial qu'on a au CNES, par exemple, c'est sûr qu'on va avoir des rouges sur certains composants qu'on utilise dans les CubeSats. Donc on a décidé de faire une approche avec les experts composants où ils ne peuvent pas prendre la liste comme ça brutalement et puis donner un avis. Il faut qu'ils regardent avec les concepteurs des cartes, ce qu'on a fait, pourquoi on a fait ça, pour juger si le composant ou les composants peuvent être admissibles. Alors ce n'est pas qu'une question de qualité de composant, c'est voir si globalement la fonction aussi va pas être complètement... ça va pas... va merder, quoi, en gros. Donc, c'est un problème qui n'est pas facile, parce que si on applique les règles, on va avoir du rouge, mais c'est le fameux risque qu'on prend. Alors qu'on essaye d'y travailler, là, avec l'idée de pouvoir avoir une sorte d'expertise adaptée au CubeSat pour les listes de composants. Parce qu'il est clair, effectivement, quand tu peux présenter la liste à quelqu'un du CNES, c'est facile. Mais c'est pas Toi, très quand tu n'es adapté. pas dans le CNES, t'es un peu, tu sais pas quoi faire. Alors, quand tu vas à la NASA, tu trouves des listes de composants autorisés, mais bon, c'est inextricable. Tu t'en sors pas. Non, mais on peut, par exemple, sur certaines cartes que vous faites, ces listes peuvent être transmises, on peut les regarder, on peut essayer de... On ne va pas dire qu'on va vous les regarder dans les 5 minutes, parce que, c'est encore une fois, on n'a pas, au CNES, on n'a pas un centre pour les étudiants, pour les CubeSat étudiants, mais s'il y a un doute, par exemple, sur un certain nombre de composants, par exemple, on peut quand même regarder. J'ajoute qu'au CNES, a priori, vous avez une base de données de retour d'expérience des composants, mais malheureusement, elle est interne. Oui. On en avait discuté un tout petit peu. C'est vrai que c'est vraiment dommage d'entendre parler de ce genre de choses et de se dire que tant pis. Là, je ne maîtrise pas. Si tu veux la diffusion. Mais par contre, c'est des composants, c'est pareil. Si tu tapes là-dedans, forcément, c'est des composants très spatiaux, quoi. Ça ferait au moins quelque chose, parce que pour l'instant, on n'a aucune idée. Tu as 2 choses, un composant. Tu as la technologie, effectivement, une technologie qui peut effectivement pas bonne ou bonne. Et puis après, tu as l'aspect, par exemple, sur une capa, qu'il faut faire des marges. Enfin, sur les résistances, il faut vérifier qu'effectivement, on a pris une marge sur la puissance dissipée. Sur les capas, qu'on ait une marge sur les tensions, de, ça, c'est le savoir-faire, de la capa. Donc, je dirais c'est pas une liste en elle-même ne suffit pas. Donc, il y a tout un travail supplémentaire derrière. Non, mais il y a au moins, je sais pas, l'exercice d'identification par code de vert, orange, rouge qui peut être fait. C'est vrai que nous, c'est pas possible que tous les projets CubeSat français fassent ça avec. On va pas envoyer 10 bills of materials par projet. J'imagine que ce sera compliqué à faire au niveau temps d'ingénieur. Mais ça dépend, parce que ça arrive pas tout en même temps quand même. Il faut pas exagérer. Tout le monde n'a pas en même temps des listes de composants à fournir. Et puis il y a des cartes il y en a certains qui achètent des cartes. Donc tu peux tenter le coup. Je pense que. Oui. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, aux experts CNES, on leur a soumis que 2 listes. On les a pas tellement inondés, quoi. Je savais pas qu'il y avait. Mais on va le faire. Ouais. On va le faire. Je pourrais même t'envoyer le tableur Excel pour remplir la liste de composants. Très bien. Ah, tu vas t'amuser là. J'ai vu quand si tu veux avoir un avis, il faut avoir un certain nombre d'informations. Quand Camille a fait ça, effectivement, voilà. Quel pinceau à remplir. Hein. Mais je pourrais même t'envoyer l'exemple rempli. Encore mieux. Je propose qu'on passe à la méca éventuellement, parce qu'on a. Ouais. Bon, mécanique, c'est toujours pareil. Donc, on va utiliser des softs de CAO. Maintenant, on ne fait plus beaucoup de choses à la main.
Donc il n'y a pas beaucoup de systèmes gratuits. Bon, par contre, ils sont souvent craqués. D'ailleurs, je ne sais même pas si aujourd'hui il y a des CAO qui sont gratuites comme on peut avoir dans les PCB. Je ne sais même pas si ça existe, qui a un peu de performance. J'avais entendu parler de FreeCAD, il me semble. FreeCAD. Ouais. Oui, ça n'a pas l'air extrêmement performant. Si Bon. J'ai jamais pratiqué. Mais... C'est vrai qu'aujourd'hui, la grande tendance, c'est ou du CATIA ou du SolidWorks, où là, on trouve une pléthore de cracks qui vont bien. Oui. Bon, les gens de CATIA, je sais que les gens de Dassault que je connais qui font ça, effectivement, ils savent très bien, mais je dirais au contraire, à partir du moment où plus ça se diffuse au niveau étudiant, comme ça, c'est des gens qui, quand ils rentreront dans l'industrie, ils sauront se servir de leur outil plutôt que celui des concurrents. Bien que maintenant, SolidWorks et CATIA, c'est la même société. Donc après, bon, effectivement, c'est le choix maintenant de faire un choix d'un système de CAO. Donc c'est vrai que la grande tendance aujourd'hui, c'est souvent CATIA. Bon, après, une fois qu'on a fait sur dessin mécanique, quand je dis le make ou le buy, c'est oui, effectivement, vous l'usinez vous-même pour les gens qui peuvent avoir quelques machines-outils, ou bien le faire chez un industriel. Alors, dans un concept mécanique aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, je dirais, quand on est dans le domaine étudiant, c'est quand on fait une conception de mécanique, théoriquement, on le fait en relation avec l'industriel. Donc, en relation avec l'industriel, la société qui va vous fabriquer votre pièce mécanique. Parce que quand on va faire une pièce mécanique, si elle est fraisée ou si elle est découpée en découpe laser, les règles de conception mécanique vont être différentes. Et ça, on l'oublie souvent. Et même moi, je le fais. C'est que souvent, on dessine la carte, puis on se dit, tiens, comment je vais la faire fabriquer ? Et normalement, le réflexe, il est de dire, on va concevoir en fonction du type d'usinage. On va l'usiner plutôt dans ce sens-là. Et on fait le concept mécanique en fonction de l'usinage, du processus d'usinage qu'on va faire. Et parce que ça peut changer beaucoup de choses. Donc ça, c'est une chose qu'on apprend sur le terrain en général. Ensuite, pour la réalisation mécanique, aujourd'hui, moi, je suis tombé sur une société anglaise qui vous fait en 3 jours. Toujours le même principe. Hein. Vous allez sur le site web, vous déposez votre fichier STEP. Dans les minutes qui suivent, en fonction de la complexité de la pièce, c'est instantanément, ou bien il faut attendre 2 à 3 minutes. Vous avez un rapport automatique de la pièce, savoir si elle est usinable ou pas usinable. Vous avez le devis. Il vous propose quelquefois des corrections automatiques de modifications. Vous les acceptez ou vous les acceptez pas. Sinon, vous redessinez votre pièce en tenant compte des commentaires qui ont été faits. Vous remettez votre fichier STEP. Vous mettez votre carte bleue. Alors, c'est toujours pareil. Voilà. Ou bien, non, sinon, il faut ouvrir un compte professionnel. Et la pièce est réalisée dans les 3 jours, plus le transport. Donc, en moins d'une semaine, vous avez une pièce mécanique. Tu as le nom, s'il te plaît ? Oui, c'est Protolab, ça s'appelle. Merci. Protolab. Alors, j'ai essayé le même processus. Donc, j'ai fait des devis un petit peu contradictoires. Donc, j'ai fait chiffrer la même pièce, moi, par 2 autres sociétés françaises. Grossièrement, le prix était le double, avec les délais qui étaient également le double. Donc, pourtant, j'ai bien, si je peux faire fabriquer en France, j'aime bien, mais là, je dirais, il n'y a pas photo. Et sinon, il y a aussi de l'impression 3D. Alors, cette société-là, elle fait du fraisage, du tournage, de l'impression 3D. C'est extraordinaire. Et puis là, j'ai fait faire des pièces en 3D, une qualité, j'avais jamais vu ça encore aujourd'hui en impression 3D. Donc en mécanique, on peut faire de l'impression 3D. Donc là, je ne sais plus qui c'est qui nous a présenté hier une mécanique, c'est OGM-SA, c'est ça ? Oui. Donc une réalisation mécanique entièrement 3D. Je pense qu'il pourrait être intéressant d'ailleurs de faire une petite réunion justement sur ces aspects mécaniques. Peut-être à ce moment simplement un petit working shop là, mais juste peut-être une demi-journée pour rassembler les différents projets, pour chacun mettre en commun leur expérience sur la réalisation mécanique et sur en particulier le 3D, c'est quelles ont été les contraintes, le plus et le moins des différentes réalisations. Voilà. Ça peut être intéressant. Une demi-journée, mais je pense qu'une demi-journée ça suffit. Hein,
faut pas être 500. Vraiment de venir avec un exemple de réalisation pour dire voilà ce qui était pas bien. Bon, par exemple, toi, sur le frésage laser, là, dans QB50, moi, j'ai fait réaliser en découpe laser sur la recommandation de l'IET de Cachan, mais j'étais en épaisseur 4 mm, qui était de l'épaisseur maximum des machines. C'est vrai que quand j'ai reçu les pièces, c'était de l'arrache. On voit que c'était de la découpe à l'arrache. Le gars, en plus, donc, il a fait des prix intéressants. Il n'a pas voulu y passer trop de temps. Donc, il a mis vitesse maximum d'usinage. Donc, j'avais énormément de déchets, de bavures, voilà. De bavures sur la face intérieure. Donc, on a passé avec un étudiant un certain temps à retirer toutes ces bavures. Alors que la pièce qui était faite pour ISAT, qui était en 2 mm, donc déjà un peu plus en capacité, et en plus, Martinelli m'avait dit que le gars, il avait mis sa machine à vitesse minimum, donc il est passé peut-être une journée pour usiner une pièce, mais par contre, en qualité d'usinage, c'est super. Il n'y a aucune reprise à la main, c'est vraiment comme si c'était usiné à la machine. Donc effectivement, ce serait intéressant de partager un petit peu ces expériences mécaniques. Oui, justement, tu parles des structures là. On trouve effectivement un peu partout des structures de CubeSat qu'on peut acheter d'ailleurs chez Isis ou autre, avec des barres et tout. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des structures. Alors je parle jusqu'au 3U, parce qu'après c'est un peu plus compliqué. Avec des trucs très simples, c'est-à-dire des profilés d'alu. Donc c'est ce qu'a fait Gérard sur les 2 U de l'X et des mines. Donc c'est des poteaux d'alu que vous trouvez un peu partout là. Ça coûte peu cher. Et après, vous découpez au laser votre structure. Et nous, effectivement, on a réussi à trouver des profilés d'alu à 2 mm d'épaisseur. Donc, les structures qu'on trouve, elles sont à 1,5. Alors, ça peut poser un petit problème parce que les cartes que vous achetez dans le commerce, elles sont faites pour entrer dans des structures qui font 1,5 d'épaisseur. Donc, si vous enlevez un 5 de 10, 3 de 10, et si vous mettez 4, eh bien, on a regardé des cartes de Isis, par exemple, il y en a qui ne logent pas dedans, mais pour 1 mm, quoi. Ah oui, non, mais effectivement, moi, avec la structure qui faisait 4 mm d'épaisseur. Alors 4 mm, ça passe pas. Une carte standard, j'ai les codes sur le côté. Il y a une code qui rentre et l'autre code qui rentre, mais pas l'autre. Il faut retirer. Donc moi, j'ai retiré 1 mm. Bon, voilà. Comme j'avais pris le choix au départ, pris le choix au départ de faire tout le design moi-même. Donc j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Mais j'aurais pas pu acheter en remplacement une carte. Alors c'est pour ça que je conseillerais quand même un peu, parce que les structures, on peut en trouver de différentes. Si vous devez faire une carte au format CubeSat, en respectant le format CubeSat, là, donc avec les dimensions XY et puis l'implantation du connecteur et tout, la faites pas pile poil la dimension qui fait qu'on ne peut pas la loger dans une structure qui est un tout petit peu plus épaisse que ce qu'on trouve par ailleurs, quoi. Prenez quelques marges. Parce que ce n'est pas ça qui va faire la différence sur la surface du PCB, quoi. Par exemple, toutes les cartes qu'on a fait faire par nos industriels, elles sont légèrement sur une cote, elles sont plus fines, plus étroites. Donc elles rentreront forcément dans les structures qu'on achète dans le business, et dans des structures simples d'alu type profilé, ça marche aussi, quoi. C'est peut-être une précaution à prendre sur les cartes que vous faites vous-même. Le problème, c'est que moi, j'avais pris du 4 mm parce qu'à l'époque, j'ai trouvé que ça comme profilé. Et entre-temps, en cherchant un peu mieux, j'ai trouvé du profilé à 2 mm d'épaisseur. Donc. Peut-être qu'on en a parlé tout à l'heure à la pause, il me semble. Il y a peut-être un sujet qui mériterait aussi d'être abordé. Moi, jusqu'à il y a environ un mois, j'étais persuadé qu'on était vraiment obligé d'utiliser de l'aluminium aéro pour des raisons que je n'avais pas en tête. Après discussion donc avec Gérard, il semblerait qu'en fait ce soit pas du tout une. Non, mais c'est pas qu'est-ce que ça s'appelle l'aluminium aéro. Alors ce que par exemple du 60-61. Oui, non, mais ça c'est pas de l'aluminium aéro. Ça c'est effectivement dans la spec des Américains, de Colpoly, ils demandent d'avoir de l'alu 60-61. Voilà. Maintenant, je sais pas pourquoi 60-61, mais tu peux utiliser d'autres grades d'aluminium. Simplement, il faut faire une demande de dérogation. Pour bien vérifier qu'effectivement il n'y a pas de risque de collage, ainsi de suite. Mais ce n'est pas une obligation. Les gens, quelquefois j'ai vu des gens, ils me disaient il faut absolument utiliser du 60-61. Non, c'est écrit derrière 60-61, mais si vous utilisez autre chose, il faut faire une demande de dérogation. Au-delà de ça, moi j'avais essayé de trouver un fournisseur
J'ai arrêté très rapidement parce que j'en trouvais aucun. Tout le monde me disait qu'ils n'étaient pas habilités. Donc a priori, c'est très compliqué à trouver en plus de ça. Je ne sais pas si éventuellement vous savez à Isis, c'est de l'aluminium 60-61 que vous utilisez? D'accord. Vous avez un fournisseur. Non, mais le 60-61, c'est un aluminium qui s'usine bien. C'est vrai que le 60-60 s'usine un petit peu moins bien. Seulement, bon, entre du 60-60, 60-61, j'y arrivais pas. Je dirais la différence, c'est quelques milligrammes de je sais plus quoi, de chrome en plus ou en moins. Bon, vous pouvez mettre les deux bouts d'aluminium l'un à côté de l'autre, vous ne verrez pas la différence. Hein. En usinage, il y en a un qui s'usine un petit peu plus. Mais à l'œil, qui s'usine mieux. Mais à l'œil, vous ne verrez pas la différence. Hein. Un autre truc qui me passe par la tête, peut-être qu'on pourrait revenir sur ce point des vis utilisées. Oui, des vis, oui. Effectivement, moi, comment tu étais très sensible sur l'aspect couple parasite magnétique, il dit, bah, tiens, toutes les vis, on va mettre des vis laitons. Bon, j'ai essayé de mettre partout, moi, des vis laitons. On les serre, je les serre à la main avec un bon couple dynamique, mais on colle les vis derrière. Voilà. Tout est collé, lors de la dernière mise en boîte, toutes les vis sont collées. Donc tu n'es pas obligé d'appliquer du frein filet, tu veux dire? Comment? Du frein filet ou... Non, de la colle. Carrément de la colle. Ouais. Donc tu n'es pas obligé d'assurer un couple de serrage qui te permette d'éviter un déblocage en passant tout le processus de vibration. Mais la vis est collée derrière. Bon, ça évite maintenant. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Aujourd'hui, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'au moins, les grandes tiges filetées qui font tout le long du satellite, toute la longueur du satellite, c'est vrai que ça fait des beaux aimants une fois qu'on a fait quelques cycles sur les barreaux magnétiques. Bon, il n'est pas dit qu'effectivement, il y a des risques que ces tiges-là se magnétisent, mais aujourd'hui, j'en sais rien. Je dirais c'est un petit peu... ça a passé les tests en vibration, pas de problème vibration, apparent. Ça a passé les tests sans problème. D'accord, ok. Ça, c'est pas dézingué, c'est pas des... Il n'y a pas eu de problème dedans. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça parce que tiens, il y a un risque potentiel, j'en sais rien. Si c'est bien fondé, le choix qu'on a fait, aujourd'hui, je ne peux pas te dire. C'est des choses qu'il faudrait faire après, passer en chambre à magnétique et puis vérifier qu'au bout d'un certain temps, que la signature magnétique au début du satellite, vérifier sa signature magnétique, le faire tourner pendant quelques heures et puis vérifier si sa signature magnétique a varié. Voilà. Ça sert peut-être à rien de prendre que de la vis laiton. C'est possible. Bon, plus d'autres questions? On a rattrapé l'heure. Ok. Voilà. Bon, Olivier, ça va être à toi. On va faire une petite pause café entre les deux. Ouais. Moi aussi. On peut voilà, on a du café, autant en profiter. Voilà, une petite vingtaine de minutes.